va parler de nouvelles technologies, ou plutôt quel regard une revue comme Médecine Science, comment une revue comme Médecine Science peut rendre compte des nouvelles technologies. Donc je pense qu'il faut effectivement avoir une notion du temps un peu particulière, essayer de voir plus loin et d'être un peu visionnaire pour comprendre ce qu'une nouvelle technique va avoir de transversal, et pour pouvoir sans doute identifier celle que la mode ne va pas éclabousser ou mettre à l'épreuve du temps, et le temps en sciences est parfois court. Et puis donner un éclairage un peu nouveau, essayer de rendre lisible. Et je pense qu'on parlera de ce thème avec la complexité de l'imagerie en temps réel. Il faut être dans le présent et participer à des débats qui sont souvent contradictoires, essayer d'alerter sur les enjeux sociétaux, les enjeux économiques, dénoncer les dérives. Donc ça, on en parlera, je pense, avec les nouvelles techniques de génomique, donc dans une session plus génome et société. Et puis, il faut avoir aussi une vision en arrière, savoir faire le bilan et, par exemple, puisqu'on va parler de biothérapie, Marina Cavazzana et Alain Fischer nous avaient offert un éditorial qui relatait tous les espoirs, les enjeux, puis les difficultés, les réussites de la thérapie génique avec 10 ans après les premiers enfants bu. Donc on voit que ce n'est pas simplement raconté, mais si on y arrive, alors on pourra tranquillement passer, et on sera bien armé pour passer à la session suivante de cet après-midi qui sera consacrée à la complexité en biologie. Donc nous avons choisi, pour paraphraser le blog de Pierre Barthélémy, 4 passeurs de sciences pour faire cela. Donc pour voir plus loin et voir différemment, donc Jean-Louis Martin, qui est un ancien ingénieur de l'NCA et qui a créé le laboratoire d'optique et de biosciences et professeur à l'école polytechnique. Et en tant que président du conseil scientifique de l'INSERM, il avait en 2004 alerté sur la chronique d'un retard programmé peut-être en biotechnologie par rapport à nos voisins européens. Il va avoir une tâche assez difficile parce qu'il va être obligé de nous parler d'imagerie sans images. Rien que pour ça, je pense qu'on va le remercier. Ça va être une partition. Alors on aura quelqu'un avec nous grâce au truchement des nouvelles technologies, c'est Bertrand Jordan. Bertrand Jordan, c'est un peu un pilier dans Médecine Science quand même, il faut reconnaître. Bertrand est un biophysicien au départ. Et il a longtemps dirigé un laboratoire au CIML de Marseille. Et il a très tôt été convaincu de l'importance du séquençage du génome humain. Il en avait fait une quête personnelle en 91, partant à moto faire le tour du monde. Donc c'est ce dont il nous parlera à distance. Et je pense qu'il a su porter à la fois un regard critique, mais peut-être avec une curiosité attentive. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important dans Médecine Science. Et il avait aussi, je crois, un des ingrédients, où il a toujours, puisqu'il continue à écrire ses chroniques, et vous en verrez encore pas mal dans l'année 2015, qui sont déjà programmées. En tout cas, on lui doit une plume très élégante et aussi des titres accrocheurs. Et je pense que ça, c'est aussi peut-être une des caractéristiques de Médecine Science, donc le chant d'amour des concombres de mer, je ne sais pas si ça vous inspire, le déclin de l'Empire des Gouases par exemple. Catherine Bourguin a accepté au pied levé, je dirais, et on la remercie chaleureusement, de venir débattre avec vous de cette question. Elle est chercheure au CERMES en génétique humaine et statistique, et elle est également membre du comité éthique de l'INSERM et vice-présidente de la Fondation Sciences Citoyennes, qui a décidé de faire rentrer le citoyen dans le débat démocratique et donc de faire que les citoyens s'approprient un petit peu plus les connaissances scientifiques. On lui doit l'ADN Superstar au Superflic, entre autres. Et enfin, donc Nathalie Cartier, qui dirige le groupe de biothérapie, l'unité 745, et je ne me trompe pas, et coordonne... Ah, ça a changé de numéro. Alors, et coordonne le DIM Biothérapie. Elle a, avec Patrick Aubourg, participé à cette aventure, je pense qu'on peut parler d'aventure, de la thérapie génique, de l'adrénoleucodystrophie. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'équipes françaises qui ont été pionnières dans ce domaine. Et donc, je les remercie tous les 4, et les 3 ici présents, d'avoir accepté notre invitation. Et je vous laisse la parole.
Bien, merci pour me donner la parole. Merci aussi peut-être à Hervé de m'avoir appris, après que mon acceptation a été reçue, que j'aurais à parler d'images sans images. Alors, voilà, donc le poids des mots, le choc des images, vous ne l'aurez pas, le poids des mots, je ne suis pas sûr. Alors, imagerie temps réel, l'observation, ça a été dit tout à l'heure par le public, quelqu'un dans le public, je crois dans la dernière intervention, ça fait une superbe transition. Médecine Science doit donner la possibilité, j'ai entendu, d'uploader des images. Tout le monde ici est convaincu qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas des images et des images qui défilent, c'est-à-dire des films, vous perdez une partie importante de l'information. Alors, ce n'est pas nouveau comme fait, mais aujourd'hui, il est incontournable d'avoir cette dimension numérique. Et je reviendrai là-dessus. Alors, l'observation en biologie et en médecine, c'est une technologie et une approche qui n'est pas nouvelle non plus. Et si vous regardez bien les évolutions technologiques dans le passé, elles nous apprennent certaines lois importantes dans la manière d'organiser les choses. C'est qu'elle est souvent soumise, cette avancée dans l'observation, à un développement technologique, mais celui-ci a toujours été guidé par une question médicale ou biologique. Et si aujourd'hui on doit concevoir des endroits où on veut faire des avancées, et on en fait souvent en ce moment avec une vitesse prodigieuse, il faut les concevoir non pas seulement comme des plateformes technologiques, où souvent celui qui l'utilise n'a pas forcément toute la perception de la subtilité derrière l'appareil, il pourrait avoir, à travers les données qui vont en résulter, une mauvaise interprétation, et on en voit souvent dans la littérature, pas dans Médecine Science, mais souvent dans la littérature. Donc il y a dans cette intimité entre la question biologique et médicale et la technologie, quand il s'agit d'imagerie, mais bien dans d'autres choses, mais quand il s'agit d'imagerie, j'essaierai de vous dire pourquoi c'est particulièrement aigu dans l'imagerie, une obligation d'intimité des équipes et des compétences, donc de l'interdisciplinarité, de la multidisciplinarité à proximité et intimement liée à une question biologique ou plusieurs questions biologiques. Dès le XVIIe siècle, vous le savez tous, Van Leeuwen a fait quoi? Il a inventé un microscope et la première chose qu'il a observée, ce sont des globules rouges. Un autre avait inventé un autre microscope, a observé des cellules et comme il ne savait pas comment les appeler, il a comparé ce qu'il voyait, ces membranes, d'un bouchon de liège à des cellules de moine. C'est pour ça que les cellules s'appellent des cellules, parce que ça ressemblait à un arrangement de cellules de moine ou de robes des moines. C'était déjà une interprétation d'image qui n'a pas donné sur le plan fonctionnel d'autres idées aux biologistes, mais c'était déjà une observation d'un objet qui était, pour le globule rouge, pour revenir au globule rouge, d'une dimension qui était extrêmement inatteignable jusqu'ici, et la calibration des appareils, c'est-à-dire comprendre ce que vous voyez, interpréter l'image, c'est ce qu'il a essayé de faire. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a aligné une centaine de globules rouges, enfin de ce qu'il voyait, et il a dit ça fait à peu près la taille d'un grain de sable qu'il avait récupéré sur la plage du côté de la Tamise. Et donc il avait déduit que ça faisait, l'unité n'était pas la même, mais à peu près 10 microns. Quelques siècles plus tard, le microscope électronique nous a appris que ça faisait à peu près 7,1 microns. Donc vous voyez qu'il avait fait une démarche à la fois de technologue, mais aussi une démarche de biologiste, l'observation de quelque chose qui l'intriguait, et troisièmement, une utilisation avec intelligence d'un appareil dont il avait fallu qu'il calibre les choses. On a cette problématique aujourd'hui avec des appareils bien plus sophistiqués et qui vont nécessiter de maîtriser, évidemment, la technique, la science, la physique, souvent, pas toujours, sous-jacente, associées à des nouvelles technologies que sont l'hybridation avec ce que nous autorisent les méthodes de perturbation génétique, ce que nous autorise la génétique pour faire du multiplexage de fluorophores à travers les GFP et toute leur famille et les brainbow qui en résultent, les méthodes perturbatives, ce que j'appelle les méthodes perturbatives douces, ce n'est pas le knockout de gènes, etc., la perturbative douce, et dans le temps, c'est-à-dire d'utiliser des outils capables d'aller activer optiquement, d'une façon ou d'une autre, l'optogénétique, qui sont capables d'aller faire des méthodes de perturbation, parce que les systèmes que nous avons à étudier sont des systèmes complexes. Alors, un système complexe, on peut le définir de différentes façons. Ce sont des systèmes de systèmes. Les systèmes de systèmes, ça ne s'analyse pas dans son interprétation des résultats, l'imagerie en est un exemple, de manière intuitive. Ce n'est pas parce que vous augmentez un facteur 2 un signal à l'entrée que vous allez avoir un facteur 2, je caricature, à la sortie. Donc, premier message, il est important d'associer une multitude de compétences.
surtout quand l'évolution de la technologie est, comme actuellement depuis, on va dire, quelques dizaines d'années, extrêmement puissante, et que toutes les avancées actuellement sont associées. Il est rare qu'il y ait une publication en biologie, évidemment que ça existe, mais en biologie ou médecine, sans qu'il n'y ait pas une observation, donc d'une certaine manière une imagerie. Ensuite, le temps réel. Que veut dire le temps réel finalement ? Le problème de la biologie, pour quelqu'un qui veut essayer de disséquer les phénomènes, c'est qu'il y a une multitude d'événements sur des échelles de temps extrêmement variées. Et je voudrais vous donner une idée simple, c'est que ce n'est pas parce que vous observez un phénomène lent, et en biologie les phénomènes sont, on peut dire, essentiellement lents, pour les observables qu'on a, qu'il est sous-jacent, soumis à des événements qui sont eux-mêmes intrinsèquement lents. La plupart du temps, les événements sous-jacents sont des événements extrêmement rapides, non observables à l'œil humain, sans l'intermédiaire d'un outil. Mais ils sont peu probables. Donc la problématique que vous avez dans le temps réel, c'est d'avoir des événements peu probables, soumis de manière sous-jacente à des phénomènes de rencontres moléculaires, pour faire simple, d'interaction ou de déformation, de formation induite, qui sont, pour la plupart du temps, extrêmement rapides. Et donc vous devez distinguer dans un fatras de mouvements et d'événements ceux qui ont un rôle fonctionnel. D'où la méthode perturbative. C'est la seule qui vous permet d'extraire d'un phénomène complexe les événements qui ont un rôle fonctionnel, parce que liés à la perturbation. Et derrière, vous avez donc la problématique de la causalité. Nous sommes dans le monde des big data, nous sommes tous dans le monde des big data. Les big data ne pourront rien dire et rien faire si on n'associe pas un phénotypage à toute échelle qui permettra de construire le lien de causalité. Et l'observation est un ingrédient incontournable dans cette détermination du lien de causalité. Alors, tous les appareils que l'on construit sont des appareils qui dépendent finalement du cahier des charges, comme dirait un ingénieur, c'est-à-dire quelle dimension vous voulez voir, à quelle vitesse vous voulez voir, et surtout quel contraste, pour voir quoi. Et là, il y a une vraie explosion des moyens technologiques que vous commencez à percevoir, mais que partiellement. Alors évidemment, dans les contrastes, vous aviez l'absorption, après vous pouviez mettre la phase quand c'est de l'optique, vous avez dans l'acoustique un certain nombre aussi d'éléments nouveaux sur les méthodes de contraste. Mais ce n'est pas suffisant, vous le savez bien, la fluorescence est arrivée depuis longtemps en biologie, mais la fluorescence, elle est arrivée pas seulement comme un ingrédient d'une dimension nouvelle, la couleur, elle est arrivée, je l'ai évoqué tout à l'heure, dans sa capacité à être programmée. Alors, la connectomique, dans le domaine de la neurologie est évidemment un domaine qui est soumis à cette capacité d'aller faire des précurseurs, des cellules précurseurs de couleur de l'arc-en-ciel et de suivre ensuite, sur le plan de leur descendance, de leurs clones, le devenir de ces descendances en fonction de leur couleur et d'avoir un contraste nouveau. Donc un contraste multiple, programmable, activable, éventuellement, que l'on peut utiliser. Alors, l'objectif, pour revenir à la question que je posais, c'est de ramener à l'échelle de temps de l'observation du cerveau des phénomènes qui sont soit beaucoup plus rapides, soit beaucoup plus lents. Vous voulez faire rentrer en résonance des événements qui ne sont pas à vos échelles de ce que vous savez traiter avec votre système visuel, et donc vous voyez toujours des images qui ne sont que des représentations, ou tout au moins des films, d'événements qui sont soit accélérés, soit ralentis, suivant ce que l'on veut observer. Et c'est cette résonance avec la capacité cérébrale d'analyser ces images que tous les outils cherchent à faire. Alors il y a, dans les échelles de temps, pour revenir simplement à donner quelques chiffres, les événements les plus rapides qui ont un sens biologique, prenons par exemple la catalyse enzymatique. Catalyse enzymatique, ça peut être dans des échelles de temps qui sont moyennement rapides, quand on est quelqu'un comme moi qui regarde ces événements il y a quelques années du moins, c'est-à-dire c'est quand même la nanoseconde, 10-9 secondes. Mais si vous regardez certains événements, parmi ceux les plus critiques, dans le système visuel par exemple, les premiers événements, pour que l'information, un photon est arrivé sur la rétine ne disparaisse pas, on est plutôt à 10-12 secondes, voire un peu moins. Tout simplement parce que là, l'information, le photon est arrivé, doit ensuite changer d'échelle de temps pour faire marcher des pompes ioniques qui, elles, vont marcher à l'échelle de la milliseconde, mais le photon, sa durée de vie, c'est 10-15 secondes. Et vous ne voulez pas perdre l'information, et une rétine, ça a un rendement quantique à peu près de 0,6. C'est-à-dire 2 photons, un signal qui arrive.
la nature a trouvé une solution, c'est un changement mécanique, de conformation d'une protéine qui se passe dans cette échelle de temps, puisqu'il fallait lutter contre deux phénomènes, la perte d'information par fluorescence ou la perte d'information par chauffage de l'environnement, ce qu'on appelle la relaxation vibrationnelle, qui, elle, se passe dans des échelles de temps qui sont de l'ordre de la nanoseconde. Donc vous voyez, mais il y a d'autres événements. Le NO est une molécule très importante que vous connaissez tous dans un certain nombre de processus physiologiques, y compris mémoire, etc. Comment le NO, qui comporte en lui-même aucune information, est capable de transporter l'information? Eh bien, c'est dans son interaction avec des cibles plus ou moins spécifiques qu'il est capable de faire, et c'est parce qu'il y a une diversité de la réaction de la molécule cible dans son échelle de temps qu'il y a des messages de nature différente qui vont être utilisés ici ou là dans un certain type d'immunité ou dans un certain type de mémoire. Donc les échelles de temps, ça peut être très court et ça peut être aussi très long, et il faut pouvoir trouver des outils pour appréhender l'ensemble de ces échelles de temps. Donc l'imagerie temps réel, c'est du multi-échelle dans le temps, mais c'est aussi du multispatial. C'est du multicontraste, je n'ai pas le temps de développer sur ce point-là. Et vous allez dire, par exemple, dans les échelles spatiales, il y a des limites que la physique nous empêche de franchir, que les lois de la physique nous empêchent de franchir. Les prix Nobel de cette année montrent qu'il ne faut pas avoir des idées arrêtées comme ceci, la limite de diffraction, le fait qu'on ne peut pas focaliser, d'après les lois de la physique, la lumière sur une tâche plus petite que la moitié de la longueur d'onde. Eh bien, les chercheurs ont trouvé un moyen de contourner la physique est toujours la physique, et vous avez maintenant des imageries optiques dans les échelles qui sont plutôt l'échelle nanométrique, ce que le principe premier interdisait. Et ça a été essentiellement développé dans une application biologique. La biologique a été pourvoyeuse de questions et d'intérêts par rapport à ce développement technique. D'où l'idée initiale de mélanger les hommes et les femmes d'origine et de compétences différentes. Donc on voit et on assiste à peu près toutes les semaines, tous les mois dans les publications sur la planète à des évolutions technologiques qui nous apportent des nouvelles résolutions, des nouveaux contrastes. Alors une autre idée, en imagerie comme ailleurs aujourd'hui, rien ne peut se faire sans l'informatique et sans le développement colossal de l'informatique depuis 10 ans et 20 ans. La quantité de données que vous devez traiter derrière, parce qu'il faut pouvoir... Alors, on en prend beaucoup dans ces domaines ailleurs, à l'astronomie actuellement, vous ne le savez pas, mais la plupart des détecteurs sont de l'astronomie. La capacité d'aller voir dans un milieu diffusant en biologie, c'est aussi emprunter l'astronomie, c'est-à-dire la propagation d'une onde dans un milieu diffusant qu'est l'atmosphère. C'est des systèmes qui sont auto-adaptés pour essayer de corriger les déformations. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup, mais derrière, si vous n'avez pas l'informatique très puissante, et grâce à ces développements très récents, on peut, et on a en biologie et en médecine, une vraie capacité à comprendre les images aujourd'hui qu'on n'aurait pas eu il y a simplement 5 ans. Donc les deux sont impliqués, mais aussi les compétences doivent être élargies. Donc dans les événements, et je vais arrêter là parce que je crois que même sans images je peux parler longtemps, mais une question simplement pour vous donner quelques sujets sur lesquels les personnes travaillent, avec derrière une question médicale ou biologique en perspective, c'est-à-dire le technologue, le physicien qui travaille dans cette perspective-là. En fait, quand vous voulez faire des images, parce que nous voulons faire des images à toute échelle, dans des milieux diffusants, en temps réel, et nous voulons pouvoir aller en profondeur, donc in situ. Alors, suivant l'onde que vous utilisez incidente, vous pourrez ou vous ne pourrez pas. Elle pourra aller plus ou moins avec résolution en profondeur ou pas. Mais ce problème-là, c'est voir dans le brouillard. Et alors, il y a quelques 20 ans ou 30 ans, c'est des sujets qui ont été évoqués par des grands laboratoires américains, qui étaient en fait de distinguer les photons, sur quelle que soit la longueur d'onde, rayons X ou visibles, les photons diffusés des photons balistiques. En fait, ce que vous voulez voir, c'est que les photons balistiques, parce que les autres, ils vous brouillent l'image. Et donc, on revient actuellement sur ces sujets-là. Il y a des sujets avec des ERC qui ont été donnés récemment sur ces sujets pour faire des nouvelles sources. C'est des lasers, c'est la cohérence, c'est les rayons X, pour aller faire des imageries en profondeur. Donc, aujourd'hui, le challenge, c'est d'intégrer, alors en conclusion, de la compétence dans les équipes de biologie et médecine pour comprendre la limite de la technique qu'ils utilisent et comprendre ce qu'ils font véritablement. Comprendre ce qu'on fait, c'est toujours le problème. Hein. Je me pose toujours cette question chaque fois que je fais quelque chose, mais je ne suis pas sûr d'y répondre positivement. Mais c'est vrai que sur ces sujets-là, comprendre ce qu'on fait et d'avoir la profondeur de compréhension dans une équipe intégrée est quelque chose de très important. Et deuxièmement, dans les nouvelles technologies,
Ne pas se contenter de plateformes, de se contenter de systèmes, mais de construire de véritables de systèmes intégrés. Alors je sais que c'est en cours, et c'est les deux messages que je voudrais donner parmi d'autres. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo de Bertrand ? Bonjour, je vais introduire le thème de génomique et société en parlant des chroniques génomiques que j'assure dans Médecine Science depuis pas mal d'années. Alors de quoi s'agit-il? Ce sont des articles relativement courts, de 3 ou 4 pages, écrits dans un style assez journalistique, disons plus facile à lire que les synthèses ou les nouvelles de la revue, et qui traitent à chaque fois d'un thème de génomique fondamental ou appliqué. En fait, ces chroniques sont assez anciennes, presque aussi anciennes que la revue, puisque la première d'entre elles date de janvier 1990, ça fait donc 25 ans, plus d'une centaine de chroniques qui ont été publiées. Et elles doivent beaucoup à Axel Kahn, qui m'a encouragé dès le début à me lancer dans cette aventure et à écrire ces chroniques régulières dans la revue. Et c'était en fait à l'époque dans l'optique de la préparation d'une année sabbatique itinérante qui a eu lieu effectivement en 1991, une année sabbatique consacrée à l'étude des débuts du programme Génome dans les laboratoires où il se pratiquait. Cette année sabbatique a eu lieu donc aux États-Unis, au Japon, dans différents pays européens et un peu plus tard en ex-URSS. Et elle a comporté des visites dans les laboratoires pour voir effectivement quels travaux étaient réalisés, quels résultats étaient obtenus, quelles perspectives. Et tout cela a été rapporté mois après mois par des chroniques dans Médecine Science. Ces chroniques ont été rassemblées dans un livre qui s'appelait Voyage autour du génome, le tour du monde en 80 labos, publié par les éditions John Libet, qui était l'éditeur de Médecine Science, et les éditions INSERM en 1993. Après l'année sabbatique, les chroniques ont continué et elles ont été, dans la décennie 1990, essentiellement consacrées aux avancées du programme Génome, aux questions techniques, par exemple les cartes génétiques, les cartes physiques, aux problèmes aussi, aux problèmes techniques, par exemple du séquençage, aux problèmes politiques, avec la tentative vers la fin de privatisation menée par Craig Venter avec son entreprise Celera qui cherchait à, en quelque sorte, privatiser la séquence du génome humain. Durant cette période, les chroniques ont aussi beaucoup parlé de puces à ADN qui sont apparues dans la deuxième moitié de la décennie et qui ont été la première technologie permettant d'étudier le fonctionnement des gènes à l'échelle de l'ensemble du génome. Et d'ailleurs, une de ces chroniques a été récompensée par un grand prix éditorial du Syndicat national de la presse médicale en 2002. Les chroniques de cette période ont été rassemblées dans un livre qui s'appelle Chronique d'une séquence annoncée, 1992-2002, publié par les éditions EDK, donc, qui était devenu l'éditeur de Médecine Science en 2003, qui rassemblait ces chroniques telles quelles, mais avec des commentaires pour examiner jusqu'à quel point ce qui avait été vu et compris et éventuellement prédit s'était avéré juste ou au contraire erroné. Une fois le programme Génome achevé, ou en tout cas abouti, une fois qu'il a abouti à une séquence humaine de relativement bonne qualité vers 2002-2003, les chroniques ont continué de façon un peu plus irrégulière et plus ouverte, en parlant par exemple de clonage. On se souvient de l'annonce bidon par la secte de Raël d'un clonage reproductif humain, en parlant aussi de thérapie génique, de génétique du comportement, génétique de l'autisme, les premiers balayages du génome, les GWAS, les questions des races à l'échelle, enfin à la lumière des données génétiques approfondies. Ces différents thèmes donc, ont été traités au fil des années. Les chroniques sont devenues régulières à partir de 2010-2011, donc depuis ce moment-là, il y a une chronique dans chaque numéro de la revue Médecine Science
et disons qu'elles sont largement consacrées finalement aux retombées du séquençage dans différents domaines de la biologie, aux retombées du fait qu'il est maintenant possible d'obtenir assez rapidement, assez facilement et à moindre frais la séquence de l'ADN d'une tumeur ou d'un autre type d'échantillon. Donc, elle concerne les applications cliniques, bien sûr, et notamment en cancérologie, mais aussi les applications en anthropologie, mais aussi les tests génétiques grand public, les différents types de tests génétiques grand public, et bien sûr aussi les aspects industriels et commerciaux, avec par exemple le problème des brevets sur les gènes BRCA1 et BRCA2 et l'attitude de l'entreprise Myriad Genetics à ce sujet. Finalement, les questions qui sont traitées dans ces chroniques tournent beaucoup autour de la valeur prédictive du génome, quelle est réellement sa valeur prédictive et dans quelle mesure est-on capable de la déterminer, de la question de l'intimité génétique, que devient l'intimité génétique au moment où il y a des grands volumes de données, où ces données sont dans le cloud et où des algorithmes de plus en plus sophistiqués permettent par exemple de rattacher une séquence anonyme à une personne pas anonyme du tout. La recherche de l'enfant parfait à travers le diagnostic prénatal, préimplantatoire, préconceptionnel et d'une façon générale tous les espoirs et les illusions de la médecine personnalisée. Voilà, je termine. L'écho de ces chroniques, on peut le voir à travers les statistiques de consultation qui montrent qu'elles sont consultées de façon assez égalitaire selon le thème, à travers aussi quelques retours. Bien sûr, je souhaiterais avoir plus de retours, comme tout auteur qui se respecte. Je termine en remerciant de nouveau Axel Kahn qui m'a lancé dans cette aventure, m'a mis le pied à l'étrier, et également toute l'équipe de Médecine Science qui n'a jamais censuré ces chroniques, mais m'a parfois aidé à les améliorer et les a toujours produites de façon impeccable. J'aurais aimé rester avec vous pour la discussion, bien sûr. Malheureusement, un problème de santé imprévu m'empêche de voyager et m'a donc amené à présenter cette intervention sous forme de vidéo. Merci et au revoir. On reste dans le même thème et je pense que Catherine Bourguin va rebondir. Oui, je vais être brève parce qu'il ne faut pas non plus que la génétique phagocyte cette session. Et puis, je ne suis beaucoup moins légitime que les Bertrand Jordan pour parler de la génomique depuis 30 ans dans Médecine Science. Il marche, mais il est mal positionné, c'est ça ? Comme ça. Ah oui, très proche de ma bouche, d'accord, excusez-moi. C'est l'émotion. Non, mais je vais donc dire un peu des généralités pour lancer peut-être des pistes d'échange pour le débat. Il me semble qu'au cours de ces 30 années de médecine science, c'est aussi 30 années d'explosion de la technologie en génétique devenue même génomique, changé de nom pour l'occasion, qui a rendu possible des choses qu'on pensait impensables, mais là, je crois qu'on a les mêmes choses à dire que sur l'imagerie, et qui ont permis d'avancer dans la description de la complexité du vivant. Je trouve que plus on avance et plus c'est plus complexe que ce qu'on avait prévu ou ce qu'on pensait que ça allait être. Qu'aujourd'hui on est capable de séquencer l'ADN d'une personne, mais du coup la question c'est quel ADN d'une personne, puisqu'on se rend compte que deux cellules n'ont plus forcément strictement le même ADN, que deux jumeaux, on a appris que les deux jumeaux avaient le même ADN, mais finalement quand on regarde bien c'est pas tout à fait vrai. On dit l'ADN d'une tumeur, mais c'est pareil. On se rend compte que l'hétérogénéité, enfin on se rend compte, on le sait depuis longtemps, mais on a la description génétique de l'hétérogénéité tumorale qui est quand même importante. Et puis bien sûr, avec l'épigénétique, là on rentre encore dans une diversité au sein d'un même individu qui est encore un niveau très supérieur. Donc, toujours plus de connaissances et de précision, mais avec toujours plus de questions. Et en parallèle, indéniablement, une diffusion de ces technologies de génétique dans la société qui a également explosé, et encore, on n'en est qu'au début.
Et alors là, quand on m'a proposé de venir au pied levé discuter de ces questions-là, j'ai lu et relu certaines des chroniques de Bertrand Jordan, entre autres. Et dans une de ces chroniques, il rappelait que le projet Génome humain avait été en partie financé par le département de la Défense américaine dans l'objectif de comprendre les conséquences génétiques de Hiroshima, entre autres. Et donc, vraiment l'envie de comprendre, de décrire les conséquences de ces accidents sur les évolutions des gènes. Et du coup, finalement, il se trouve que sur cette question-là précise, il y a eu finalement assez peu d'études sur, encore, elles vont peut-être venir dans le futur, sur quelles sont les conséquences pour les générations suivantes des descendants d'Hiroshima et de Nagasaki en termes de mutations génétiques. En revanche, donc, il y a eu d'autres développements qui étaient complètement imprévus et qui ont une grande diffusion sociétale, que ça soit en diagnostic prénatal, par exemple non invasif, où là vraiment on voit que le séquençage au débit a une influence extrêmement rapide sur la diffusion de ces nouvelles technologies, ou encore en oncologie. Voir un lien entre les deux. Je lisais il y a 2 jours un article relatant le fait que certaines femmes qui faisaient du diagnostic prénatal pour la trisomie s'étaient vues également possiblement diagnostiquer du cancer par l'analyse de l'ADN circulant dans leur sang. Alors avec bien sûr des bémols sur la solidité de ces résultats, etc. Mais où on voit que la technologie génétique finalement, quand elle part dans son utilisation sociétale, emprunte des chemins qui sont parfois pas forcément ceux qui étaient prévus. C'est donc un domaine extrêmement innovant. Et comme dans tout domaine extrêmement innovant, on a beaucoup tendance à regarder vers l'avant, avoir parfois un peu le nez dans le guidon, et à se poser des questions qui sont très tirées parce que la technologie nous amène à nous poser comme question. Et du coup, il me semble que plus que jamais, dans des domaines comme ceux-là où l'injonction à l'innovation, aller plus vite, plus loin, est très fort, eh bien, on a besoin de trouver des façons pour se poser, réfléchir, savoir où on avance et dans quelle direction. Et du coup, en fait, quand on m'a proposé de venir ici, moi, j'ai tout de suite pensé à un article de Médecine Science qui, pour moi, a été extrêmement important, puisque quand j'ai commencé mes études, mon master, on dirait aujourd'hui, de génétique épidémiologique, c'était un domaine compliqué pour moi, parce que il y avait beaucoup de statistiques, beaucoup de concepts que je ne maîtrisais pas encore. Et donc, j'ai lu et relu un très grand nombre de fois un article co-signé entre autres par Josué Feingold, et je suis émue d'en parler parce qu'il a été enterré la semaine dernière. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais relire cet article qui a été paru dans Médecine Science en 1992 et qui s'intitulait Marqueurs génétiques et maladies multifactorielles, quelle stratégie adopter ? Donc c'était un article de Médecine Science avec assez classique, je dirais, avec un fond scientifique très solide, tout à fait à la pointe de ce qui se faisait dans le domaine de la génétique épidémiologique à cette époque, mais remis dans une perspective avec un souci de pousser à la réflexion. Où va-t-on ? Comment y va-t-on ? Et la dernière phrase de cet article que je me permets de lire, elle est courte, parce que je trouve qu'elle est intéressante, est la suivante, donc je cite: « Avant de s'engager sur des études longues et coûteuses, il faudrait mieux s'accorder sur des questions fondamentales. Que cherchons-nous et pourquoi ? Peut-être saurions-nous alors dire comment ?» Bon, voilà, c'est une petite anecdote, mais qui, pour moi, a le mérite de bien dire que dans des domaines comme ceux-là, on a besoin d'une revue qui remette les questions en perspective, questions aussi bien fondamentales d'ailleurs, de sciences fondamentales que de sciences appliquées, parce que la génomique est un domaine où la différence entre le fondamental et l'appliqué, on pense parfois qu'elle est très nette, et puis un jour on se rend compte qu'on pensait faire du fondamental, et puis tout d'un coup c'est devenu de l'appliqué. On parle Bertrand Jordan a évoqué les tests génétiques directement aux consommateurs pour faire entre autres des mesures de risque de maladies multifactorielles. Dans le laboratoire où je travaillais de Josué Feingold, on cherchait des facteurs de risque génétiques pour les maladies multifactorielles.
réel, absolument pas dans un objectif de prédiction. On savait très bien que le pouvoir prédictif était extrêmement mauvais, mais pour essayer de comprendre la physiopathologie de ces maladies. Et puis un jour, ces tests sont sortis et ce qu'on pensait être quelque chose de relativement fondamental s'est révélé être en fait appliqué en tout cas par certains. Donc voilà, donc je pense que ces articles sont extrêmement importants, que c'est important aussi que ce soit des articles qui soient écrits avec un souci de réfléchir à la façon dont ces développements scientifiques et technologiques circulent dans la société. Et je trouve que Bertrand Jordan parlait des tests, enfin des brevets de Myriad sur le test sur les gènes BRCA1. Il y a eu une série d'articles qui ont été coécrits par Dominique Stoppal-Lyonnais, donc vraiment spécialiste de cette question du point de vue oncogénétique, et Maurice Cassier, qui est un sociologue historien de la propriété intellectuelle, qui ont travaillé ensemble pour produire des articles qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils sont extrêmement riches et qui problématisent ces questions-là de façon, je trouve, tout à fait... c'est un beau modèle. Voilà, donc bon, après, je n'ai pu arriver qu'à la fin de la session tout à l'heure, mais je voulais dire quelques mots sur le fait d'écrire dans Médecine de Sciences. Je pense que c'est un art extrêmement difficile, parce qu'il demande de prendre du temps, de prendre la distance par rapport à l'activité de recherche, et ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire, mais en même temps c'est essentiel à la fois pour la formation des jeunes chercheurs, pour les chercheurs moins jeunes qui n'ont pas forcément le temps de prendre ce temps pour faire un pas de côté et regarder ce qu'il est en train de se passer dans le domaine, mais que c'est d'une grande valeur. Et si je retrouve ma dernière note, bon, c'est pas grave. Voilà, donc... bon, enfin bref, je vais aller vite. Il me semble que du coup, le fait que Médecine Sciences soit accessible à tous est quelque chose d'extrêmement important. Il est beaucoup plus accessible aujourd'hui que quand j'ai commencé à faire de la recherche. Donc je ne peux qu'encourager ça. J'espère que demain, Médecine Sciences sera une revue en open access qui pourra permettre encore plus d'irriguer la communauté scientifique francophone. Juste avant de passer la parole à Nathalie Cartier, c'est vrai que ça me fait penser à une question qu'on se pose assez souvent finalement au comité éditorial de Médecine Sciences, savoir si on doit avoir un regard plutôt de journaliste, c'est-à-dire dans le temps présent, ou plutôt d'historien. Et l'article que vous mentionnez, effectivement, de Dominique Stoppal-Lyonnais, a été écrit en fait plus d'un an après que la Cour suprême américaine ait libéré les gènes, puisque c'est le titre de l'article, je crois. Mais effectivement, il s'était passé beaucoup de choses après, avec un certain nombre de procès qui avaient été intentés, notamment par la Société Myriad. Donc c'est vrai que c'est toujours une question, on pourra peut-être revenir dans le débat, de savoir à quel moment il faut parler d'une découverte scientifique. C'est vrai peut-être aussi pour la thérapie cellulaire avec les cellules ES, où on a eu des résultats précliniques très, très bons, et puis ça s'est télescopé extrêmement rapidement avant qu'on prenne le recul de savoir, mais même pourquoi, comment ça fonctionne et comment ça marche, si réellement ça fonctionne. Donc bon, j'ouvre le débat pour la suite, et je passe la parole à Nathalie. Merci Hélène. Alors, il faut que je vous dise quand même qu'il y a quelques jours, j'ai appelé Laure Coulombelle un peu inquiète en lui demandant de quoi il fallait que je parle aujourd'hui avec vous. Je ne savais pas très bien comment j'allais m'en sortir. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, tu parles de ton expérience et de ce que tu penses de Médecine Sciences. Alors, je vais vous parler de mon expérience. Je suis médecin et je suis scientifique, et Médecine Sciences m'a accompagnée toute ma carrière, puisque j'ai été formée chez Axel Kahn, et j'ai passé plusieurs années avec Axel à côtoyer des gens absolument exceptionnels comme Jean-Claude Dreyfus ou Jean-Claude Kaplan, et puis avec Hélène qui était là. Et je dois dire que Médecine Sciences était vraiment notre livre de chevet. On le lisait vraiment tout le temps. On discutait des articles, on échangeait beaucoup au sujet de tout cela. Et ça nous a, je pense, je dis nous parce que je pense que je ne suis pas la seule que ça a accompagné au cours de toutes ces années. Alors donc, je me suis formée chez Axel à faire du transfert de gènes, et j'ai fini par faire des biothérapies et à utiliser ces transferts de gènes à visée thérapeutique. Étant médecin, c'était ce qui m'intéressait. Et donc, c'est ça dont on va parler là, c'est quel est l'intérêt
particulier que représente Médecine Sciences dans ces domaines spécifiques comme les biothérapies, qui ouvre des tas de questions, non seulement scientifiques, mais également éthiques, également sociétales, et qui est donc un relais d'information particulièrement majeur. Alors les biothérapies, elles sont encore plus jeunes que Médecine Sciences, puisqu'elles ont à peine 30 ans, elles ont plutôt 25, on va dire, hein, puisque les premiers transferts de gènes réellement, chez l'homme, c'est 1989-90, dans le mélanome, et puis ensuite dans les déficits immunitaires. Et puis, avec des espoirs absolument extraordinaires dans tous les domaines, on imaginait qu'on allait pouvoir apporter un gène thérapeutique, et avec différents vecteurs viraux qu'on a mis au point dans ces années-là, et puis corriger tout un tas de maladies génétiques, et que ça allait révolutionner la médecine très rapidement. Et la médiatisation peut-être un peu trop rapide qu'il y a eu dans ces années-là n'a pas aidé les choses. Et finalement, quand on regarde ces 25 années, aujourd'hui, on se rend compte que les progrès, en tout cas jusqu'à il y a une toute petite dizaine d'années, ont été assez lents et assez modestes. Les grands progrès, bien sûr, ça a été les essais dans les déficits immunitaires et tout le travail exceptionnel du groupe d'Alain Fischer en particulier. Et puis, plus récemment, après l'utilisation des cellules souches et le développement, comme vous savez, des cellules souches pluripotentes et l'espoir que l'on forme autour de tout ça. Moi, je me suis intéressée plus particulièrement aux neurosciences et donc à l'application aux maladies neurodégénératives. Et vous savez que dans ce domaine-là, en France, on a eu la chance d'avoir des succès dans plusieurs domaines, que ce soit pour l'utilisation de la thérapie cellulaire et le travail que Marc Péchanski a développé il y a quelques années, que ce soit dans les maladies neurodégénératives, les leucodystrophies, ce que nous avons fait en utilisant le virus HIV pour traiter une maladie génétique, ou que ce soit également en parallèle le travail du groupe de Stéphane Palfy et Anne-Catherine Bachou-Lévy sur la maladie de Parkinson, par exemple. Donc il y a eu vraiment des progrès exceptionnels en France. Et puis, dans le monde plus récemment, au cours des dernières années, une extension des indications. Et là où vraiment on a l'impression qu'aujourd'hui, enfin, on va voir des progrès thérapeutiques. Et dans ce domaine-là, le Médecine Sciences a été très important dans ce que disait tout à l'heure Axel, qui était comment traduire la passion de l'ouverture scientifique. Et ça, je pense que de l'aventure scientifique. Et Médecine Sciences, pour moi, dans tout ce domaine d'une science qui est en ébullition permanente, a été vraiment un élément très important de transmission de cette passion de l'aventure scientifique qui a animé tous les chercheurs qui ont travaillé dans ce domaine pendant toutes ces années. Alors, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je voudrais insister sur le fait que les biothérapies, les thérapies innovantes, ça a soulevé d'énormes espoirs, que ce soit autour en particulier des maladies génétiques, mais pas seulement, aussi des maladies maintenant multifactorielles. Et ça a suscité d'énormes problèmes liés au fait que les progrès, tous les résultats qui ont été faits, comme toujours en médecine et en recherche, dans les modèles animaux, n'ont pas été suivis aussi bien de progrès thérapeutiques chez l'homme. Ce qui marche chez la souris, on le sait tous aujourd'hui, ne marche pas chez l'homme. Que la médiatisation, comme je le disais précédemment, n'a pas forcément aidé à limiter la portée d'informations qui étaient données. Et puis, il y a tout un tas de problèmes éthiques qui ont été soulevés autour de l'utilisation de ces différentes thérapeutiques chez les patients. Et là, encore, c'est le deuxième point, je pense que Médecine Sciences a été un support et devra continuer à être un support majeur de notre réflexion scientifique et citoyenne, parce que c'est la seule façon de permettre à des gens de tous horizons d'avoir réellement cette réflexion en synthétisant suffisamment les données pour permettre une réflexion plus large et permettre une prise de recul. C'est ce qu'on a dit très bien ce matin. J'ai retenu là aussi les mots de choisir les mots. Choisir les mots de ce dont on parle et utiliser la lecture dans notre langue maternelle, c'est-à-dire dans la langue française. Et c'est seulement à partir de cette synthèse et de cette synthèse faite par une lecture dans la langue française que l'on peut avoir une réflexion aux différents niveaux par les différents intervenants de cette réflexion, que ce soit scientifique, que ce soit éthique, que ce soit plus largement sociétal. La troisième chose importante pour moi, Médecine Sciences et biothérapie, mais Médecine Sciences de façon générale, c'est
le relais, encore une fois, que représente Médecine Sciences par rapport à la transmission de l'information aux jeunes. Quand je dis jeunes, c'est bien sûr les étudiants avec qui on travaille et avec qui on peut discuter au pied levé et leur proposer d'écrire. Là encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est un exercice difficile dans cette revue pour essayer de synthétiser leurs connaissances et là encore de prendre du recul. Mais aussi, je voudrais le dire parce que je ne sais pas si c'est arrivé à certains de vous, mais pour moi ça a été très important. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de me servir de Médecine Sciences pour un support pour des plus jeunes, pour des écoliers, et en particulier, j'ai coordonné plusieurs travaux de TPE, si vous savez, ces travaux que réalisent les étudiants de première pour faire une recherche et un mémoire. Plusieurs étudiants de première sont venus vers moi pour faire ce type de travail en biothérapie, et c'est vraiment grâce à Médecine Sciences que j'ai pu les aider à leur donner l'information scientifique compréhensible, et donc à leur donner envie d'aller plus loin et éventuellement à faire une carrière, enfin à faire des études scientifiques derrière. Donc ça, pour moi, c'est aussi un élément très important de transmission de l'information. La quatrième chose, c'est ce sur quoi insistait Axel tout à l'heure, c'est créer les conditions de l'interaction, et on en a reparlé un petit peu avant, conditions de l'interaction entre les disciplines. Les biothérapies en sont un exemple particulièrement frappant. Pour développer les biothérapies aujourd'hui, on a besoin aussi d'interagir avec des physiciens, des mathématiciens, des gens qui font des nanotechnologies, des gens qui font de l'imagerie, des gens qui utilisent des ultrasons pour rompre la barrière hématocérébrale, enfin des choses incroyablement diverses. Et pour pouvoir parler, pour pouvoir échanger facilement avec toutes ces disciplines, il faut utiliser un support qui soit aussi performant et synthétique que Médecine Sciences. Et là aussi, j'ajoute à ces différents partenaires qu'on peut avoir, les partenaires industriels qui peuvent nous aider à développer des technologies pour appliquer les biothérapies à la santé. Et puis, un autre partenaire dont on a parlé un peu plus tôt également ce matin, qui sont les associations de patients, pour lesquelles on a des interactions tellement étroites et qui reposent là encore sur la possibilité d'échanger de l'information scientifique de grande qualité et de façon compréhensible et didactique. Et comme l'a dit Hervé ce matin, effectivement, pour cela, Médecine Sciences a un impact didactique particulièrement élevé. Donc voilà, je pense que ce sont les 4 éléments particulièrement importants pour moi dans Médecine Sciences et biothérapie. Et je terminerai simplement plus généralement en disant que il m'est arrivé, enfin, vous n'avez qu'à laisser traîner un Médecine Sciences chez vous ou bien au labo, et vous allez voir que beaucoup de gens vont le lire, y compris vos enfants ou les copains de vos enfants. Vous pouvez toujours essayer de laisser traîner Nature sur une table chez vous. Mais il y a très peu de copains des enfants qui vont lire Nature. Donc je pense que rien que cela nous dit à quel point Médecine Sciences fait partie de notre vie et est très important pour notre vie scientifique. On ouvre le débat. Finalement, comme on est là aussi, pas seulement pour encenser, mais pour essayer de faire des progrès et voir plus loin. Quelle est une question pour Jean-Louis Martin, quelle serait la place vraiment de la vidéo, puis pour reprendre la dernière question de la session précédente, quelle serait la place de la vidéo soit effectivement pour l'imagerie, soit pour être plus explicatif, et c'est parfois un peu complexe et un peu ardu à lire. Oui, alors est-ce qu'il faut, enfin la question derrière, c'est est-ce qu'il faut faire des vidéos spécifiques Médecine Sciences, d'une certaine manière, parce que les vidéos, on les retrouve quand vous publiez dans les grandes revues qui ont été évoquées ici, dans des domaines comme ceux où il faut mettre de l'imagerie pour démontrer ce que l'on veut démontrer. Il y a toujours, en complément d'informations, les vidéos et en grande quantité. La question est, est-ce que, compte tenu de l'objectif de Médecine Sciences, il faut faire des vidéos plus généralistes, on va dire, et qui rappellent un certain nombre de... Je dirais que oui, mais jusque-là, je ne crois pas que c'est été demandé. On a publié dans Médecine Sciences plusieurs fois avec des images, et peut-être avec des vidéos, je ne me souviens plus si c'était possible, probablement pas des images fixes, donc. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait, ça nécessitera évidemment un peu de travail supplémentaire,
qu'on adapte les vidéos qu'on a déjà probablement en partie publiées dans des grandes revues comme Nature ou Science ou autres, et toutes les revues associées, pour donner le complément d'information qui ouvrira la compréhension à un public large et d'origine différente que le spécialiste qui a écrit cet article. Je pense que ça serait extrêmement utile. Ça serait aussi, bon, mon métier premier, je l'ai pas c'était pas dans le titre, mais je suis un homme de l'INSERM et je salue Philippe Lazare, donc un enfant de Philippe Lazare, donc finalement. Mais comme je suis aussi professeur, comme je suis chacun comprendra, bien évidemment, dans la bonne façon. Mais comme je enseigne à l'école polytechnique, j'utilise beaucoup médecine sciences comme source d'inspiration, en particulier pour, vous ne le direz pas, vous ne le répéterez pas, mais pour fabriquer un sujet d'examen qui va classer les polytechniciens en sortie de Polytechnique. Donc, et à part parce que j'ai la synthèse qui va bien, j'ai la perspective qui va bien, et donc je l'utilise aussi beaucoup pour l'enseignement. Et donc si j'avais dans médecine sciences des vidéos qui pourraient être suffisamment larges pour un public et pour enseigner, je crois qu'il y a un grand domaine. Donc pour moi, c'est indispensable de mon point de vue, mais j'espère qu'il est un peu partagé, comme ça je vous convaincrai. Voilà. Est-ce que les étudiants ont des questions à poser? Donc, bonjour, donc, je suis Antoine Vallot, je suis doctorant à l'école doctorale physiologie, physiopathologie et thérapeutique, donc à l'UPMC. Et donc du coup dans cette école doctorale justement il y a des médecins, des pharmaciens, mais aussi des biologistes, donc je suis un biologiste. Et juste une petite anecdote, c'est que sur l'utilité de médecine sciences vers justement les étudiants des premières années, voire même les lycéens, médecine sciences m'a beaucoup aidé personnellement, puisque c'était des synthèses, donc déjà en français, mais contrairement à d'autres revues plus généralistes, comme des Nature Reviews ou ce que vous voulez, dans médecine sciences, il y a un vrai recul de l'information, et il y a aussi une spécificité du fait que c'est en français, et donc en français, il y a une rigueur du langage qui n'est pas forcément qui n'autorise pas des imprécisions, et c'est extrêmement utile pour un étudiant d'avoir des définitions claires, d'avoir un langage clair et rigoureux en sciences. Alors qu'en anglais, parfois on est un peu perdu, on essaie de voir des traductions puisqu'on ne sait pas forcément des termes techniques ou des termes plus ou moins étranges. Et Médecine Sciences est vraiment une revue de synthèse très intéressante pour un étudiant de ce point de vue-là. Et en particulier, j'ai reçu d'ailleurs dans le laboratoire où je suis des lycéennes dans le cadre d'un échange Sciences Académie pour justement montrer ce qu'est la science, ce qu'est la recherche à des publics de lycéens. Et j'ai utilisé donc des synthèses de médecine sciences à leur destination. Donc, évidemment, elles ne l'ont pas lu toutes seules, on est derrière, mais elles ont quand même bien compris les thématiques qui étaient exposées, et je trouve ça très intéressant. Donc, bravo à Médecine Sciences pour ça, puisqu'il y a vraiment différents niveaux de lecture, et c'est vraiment très utile. Évidemment, Médecine Sciences n'a peut-être pas forcément un impact facteur énorme, mais par contre, il est extrêmement lu, il est extrêmement utile à tout l'enseignement supérieur francophone, et quand on veut faire justement une transmission de connaissances vers un public moins spécialisé, c'est une revue qui est tout à fait adaptée. Donc voilà. Alors, une réaction plus par rapport à l'intervention de Catherine Bourguin sur la génomique. Alors, effectivement, il y a un grand problème en ce moment en génomique, c'est que plus la génomique progresse et plus on comprend qu'on n'y comprend rien. Et c'est un peu le problème, c'est-à-dire que comment faire la synthèse d'un nombre énorme d'expériences, d'un nombre énorme d'informations. Quand on est étudiant, c'est impossible, on ne comprend rien, c'est sûr. Et quand on va plus loin dans les études, là aussi on a besoin quand même d'une synthèse et d'avoir un recul par rapport à ce qui se fait en génomique. Parce qu'en génomique, il y a vraiment effectivement une sorte de course à l'essalote, voilà, qui va vraiment vers une sorte de hyper spécialisation. Et puis en plus, on vend maintenant la génomique comme une sorte de médecine prédictive qui va pouvoir nous dire vous avez tel ou tel gène, vous avez telle ou telle chance d'avoir telle ou telle maladie. Et ça a vraiment un impact plus ou moins grave, c'est-à-dire que les gens maintenant peuvent envoyer leur propre ADN, par exemple à 23andMe, qui est une société qui va séquencer l'ADN des patients, moyennant quelques centaines d'euros. Et
Et c'est vraiment un problème conséquent de comment aborder ces thématiques de justement médecine personnalisée avec les spécificités justement francophones. Donc, sachant que par exemple en France, nous n'avons pas le droit de faire séquencer notre génome pour des raisons évidentes, pour des raisons aussi éthiques. Et Médecine Science, selon moi, a aussi cette spécificité-là de proposer justement une vision différente du milieu anglo-saxon sur ces thématiques éthiques, notamment donc en génomique et en médecine personnalisée préventive. Donc là, il y a vraiment besoin d'un grand recul, je pense, et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne chose. Et autre chose, alors c'est que il y a aussi une attente de la part des publics étudiants, mais aussi des publics citoyens, parce qu'on a entendu à l'intervention précédente un membre d'une association de patients. Il y a vraiment une réelle attente concernant d'autres publics non spécialistes sur ces questions sensibles, des questions sensibles concernant la génomique, concernant la transgénèse, concernant la thérapie génique. Et justement, la revue Médecine Science, à mon avis, est extrêmement objective dans son traitement de l'information. Et je pense qu'il faut vraiment conserver cette chose-là pour justement ces publics non avertis. Et pas tomber dans, à la fois un excès en disant que la thérapie cellulaire sera la médecine du futur et répondra à tous nos problèmes, ou la génomique sera la médecine aussi du futur. Donc je trouve ça vraiment très bien d'avoir un recul comme ça de la part de cette revue. Donc je ne sais pas ce qu'en pensent les autres intervenants, mais voilà, la question est ouverte. Sur la question de la génomique, je laisserai les autres répondre. Je pense qu'on a dit des choses qui sont assez similaires. C'est un vrai enjeu d'une discipline qui se technicise beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup maintenant, de plus en plus de bioinformatique, de traitement de données, de modélisation statistique, pas toujours très statistique d'ailleurs, mais en tout cas, quand on commence cette discipline, on se fait vite noyer. Moi, j'ai commencé il y a 15 ans, j'étais aussi noyée, mais j'étais peut-être moins noyée parce qu'il y en avait un peu moins à l'époque. On avait besoin de moins triturer les données tout le temps. Et là c'est vrai qu'il y a une véritable montée en puissance de tout ça et qui fait qu'on a tendance à se noyer. Donc c'est pour ça que vraiment, il me semble que le rôle de cette revue, c'est aussi de remettre les choses en perspective, y compris en perspective historique. On discutait tout à l'heure avec Hélène de la question de la génétique, du QI, de l'intelligence, qui est quelque chose qui revient de façon cyclique comme ça depuis Galton, quoi, puisque Galton déjà travaillait sur le génie héréditaire. Et je trouve que c'est extrêmement important aussi d'offrir aux personnes qui travaillent sur ces questions-là des perspectives historiques et qui montrent que finalement la façon dont on se pose aujourd'hui les questions sur les dernières publications, parce qu'il y en a tout le temps, hein, on a trouvé encore une énième fois des gènes de l'intelligence, finalement les modèles qu'ils utilisent, les façons de conceptualiser les choses, c'est les mêmes peu ou prou que celles que Galton, Fischer ensuite a modélisées en 1918 dans son papier Princeps, qui reste encore aujourd'hui la façon de décrire l'implication des gènes dans les traits complexes qui irriguent tout ce qui se fait aujourd'hui. Et je trouve qu'une mise en perspective comme ça, et qui reprend aussi l'histoire de ces controverses, la génétique de l'intelligence a fait le sujet de controverses extrêmement importantes, en particulier à la fin des années 70, avec des grands généticiens français et internationaux qui ont pris des positions. Enfin, c'est très cyclique, et donc d'avoir régulièrement des choses qui remettent tout ça en perspective et qui montrent bien que c'est pas parce que c'est une technologie de pointe que les questions qui se posent sont des questions de pointe, et que y a aussi beaucoup tout ce qui c'est pas parce que ce sont des sciences de pointe que ce qui s'est fait, ce qui s'est écrit il y a 15 ans, il y a 30 ans, il y a 150 ans, n'a pas encore aujourd'hui une pertinence intacte. Voilà. Et je trouve que ça, dans une perspective de former des jeunes chercheurs, et pas seulement des jeunes chercheurs, encore une fois, je reviens, je pense qu'on est aussi tous un peu dans le guidon à des moments, et que ces pas de côté nous aident aussi à prendre la bonne distance. Et c'est important aussi pour notre créativité scientifique, parce que le problème, c'est que parfois on se retrouve enferré dans des façons de penser qui, si on prend un pas de côté en faisant un petit peu d'histoire,
nous libère. Un exemple, j'ai lu très récemment un article, j'ai parlé de la génétique de l'intelligence, et aussi la génétique de la taille, qui depuis Galton revient. Combien de gènes pour la taille Alors les dernières estimations, c'est 697 loci sur le génome à partir d'une méta-analyse sur 200 000 personnes, mais qui n'explique au total que 15% de la variabilité interindividuelle de la taille. Bon, ce qu'avait dit très bien Fischer, enfin bref. Donc un article paru quelques temps après par un jeune chercheur formé à la génétique des populations, à la génétique quantitative, qui fait plutôt dans une perspective de sélection. Est-ce qu'il y a eu de la sélection dans l'histoire humaine, et en particulier la sélection sur la taille, et qui fait un papier tout à fait intéressant où il pense un peu autrement le problème, et il dit texto dans son introduction. Je suis allé lire les textes des généticiens, biométriciens, etc. Du début du 19e siècle, et des travaux d'historiens des sciences sur la question, qui m'ont ouvert des portes et qui m'ont fait me poser la question un petit peu différemment. Voilà. Et il produit un article qui n'a pas révolutionné les choses, mais qui est, d'un point de vue de la créativité scientifique, je trouve tout à fait stimulant sur cette question. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Ah oui, pardon. J'ai une question à propos de la biothérapie. En fait, on sait que certains modèles d'études, notamment la drosophile, 75% des maladies neurodégénératives est reproductible chez la drosophile. Quelle est la place de ces modèles dans vos orientations thérapeutiques? Alors, ce que je disais tout à l'heure, le problème de la thérapie génique, c'est qu'on soigne souvent très bien les modèles animaux, et puis après, quand on veut soigner les êtres humains, on est confronté à des problèmes bien différents, et que les choses fonctionnent beaucoup moins bien. Donc, on peut faire des preuves de concept, de théoriques, de mécanismes d'action de certains gènes, et effectivement, et de correction de certains défauts génétiques dans des modèles comme la drosophile. Mais il y a d'autres modèles qui existent. On peut utiliser tous les modèles, et jusqu'aux rongeurs, et ensuite les gros animaux, et le chien et le primate, etc. Mais finalement, on se rend compte que chacun de ces modèles a ses limites, et que tous les succès que l'on peut avoir dans l'utilisation de ces modèles animaux doivent être pris avec beaucoup de précaution quand on veut ensuite traduire ça dans des stratégies d'essais thérapeutiques chez l'homme. Donc on peut faire des preuves de concept chez la drosophile. Je pense qu'on ne peut pas aller d'une preuve de concept chez la drosophile à un essai thérapeutique chez l'homme. C'est déjà compliqué d'aller d'une souris à un essai thérapeutique chez l'homme. Il faut garder beaucoup de réserve avec l'interprétation de ces modèles animaux. Est-ce possible de pouvoir suivre les effets secondaires après une biothérapie, les effets secondaires? Parce que quand on sait que, quand ce qui concerne les médicaments de production synthétique, il y a les effets secondaires qu'on peut suivre. Ou bien il suffit seulement d'arrêter le traitement pour éviter les effets secondaires. Mais quand à ce qui concerne la biothérapie, qu'en est-il? Alors, on utilise là encore des modèles animaux pour tester, c'est ce qu'on appelle les études de toxicologie, exactement comme on le fait effectivement pour des médicaments. Et on utilise des modèles animaux pour, avant de pouvoir démarrer des essais thérapeutiques, être aussi sûr que l'on peut que aux doses que l'on utilise les produits de biothérapie, on n'aura pas d'effets secondaires toxiques chez l'homme, puisque tout essai thérapeutique chez l'homme doit avant tout montrer l'absence de toxicité et la tolérance parfaite. Donc les modèles animaux, là encore, permettent d'évaluer une potentielle toxicité. Mais là, c'est pouvoir évaluer peut-être les effets secondaires éventuels. Mais quant à ce qui concerne les effets indésirables, parce que les effets indésirables ne sont pas forcément connus avant l'utilisation à échelle élevée, parce que les effets indésirables, souvent, on peut dire que ce sont des effets inconnus. Maintenant, comment peut-on contrôler ces effets indésirables une fois... Là encore, c'est effectivement en étudiant, en faisant de la toxicologie, en utilisant ces approches avec des doses importantes que l'on peut
d'étudier l'apparition éventuelle de ces effets indésirables et donc prévenir en utilisant des stratégies modifiées ou des doses diminuées chez l'homme pour éviter absolument la survenue de ces effets indésirables. Ok, oui. c'est bon. Alors, on a beaucoup parlé d'éthique, en fait, dans les technologies, là, aujourd'hui. Oui. Ce qui est très important. Vous m'entendez? C'est bon? Ah, pardon, voilà, c'est mieux. Voilà, comme ça, comme les grands chanteurs de rock. Exactement. Et on a beaucoup parlé d'éthique aujourd'hui sur les biais des technologies, les risques pour la population, pour la société, pour la personne, pour l'individu. Pour autant, je pense qu'en tant que chercheur, on a besoin à un moment d'avoir de la créativité qui apparaisse. Et pour revenir au propos de M. Martin, les technologies viennent d'ailleurs en général. Et je pense que, typiquement, pour revenir au fait que médecine science, c'est à la fois des sciences fondamentales et des sciences plus cliniques, toutes ces technologies-là peuvent être utilisées et on peut imaginer d'autres applications ailleurs, dans des domaines autres, sans directement poser les questions éthiques, parce que les questions éthiques, elles se seront posées, elles doivent être posées, mais on peut aussi proposer des outils juste à utiliser pour d'autres choses qui n'impliquent pas forcément des causes éthiques directes, quoi, je pense. Donc, je pense que ça peut être important de juste de proposer des outils, de voir des perspectives qu'on peut apporter par ces techniques, sans tout de suite s'arrêter au c'est pas bien, ou ça va pas marcher, ou il faut pas le faire. Je pense que c'est la réalité, c'est comme ça qu'on travaille. Et puis les problèmes d'application et les problèmes éventuels éthiques qui sont soulevés par cela sont posés selon les résultats de cette première étape. Mais c'est exactement comme ça que les choses se font en réalité. On teste des hypothèses, on propose des applications Non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut imaginer plus de croisements entre les disciplines par la technologie. De toute façon, le cas de la génétique est un peu particulier parce que la génétique s'applique à elle-même. Mais par exemple, en imagerie, on peut imaginer très bien, comme l'a dit, on peut utiliser quelque chose d'astronomique pour de la biologie. On peut utiliser un outil chimique qui va entraîner de la biologie plus intéressante. On peut utiliser l'optogénétique comme imagerie ou comme traitement viral par extension, avec des limites éthiques bien sûr, mais on peut projeter les choses. Et je pense que c'est important d'avoir cette vision de la projection possible, peut-être impossible, parce que légalement pas viable. Typiquement, je pense à l'optogénétique, qui est très controversée parce qu'il faut injecter un agent viral à un moment à un patient, mais qui ouvre des portes assez intéressantes. Et cette question, moi, me taraude beaucoup de savoir comment est-ce qu'on peut avoir ce croisement de technologies entre les disciplines. Oui, vous avez tout dit, évidemment, et tout résumé. Donc, effectivement, souvent, l'innovation vient d'ailleurs, comme vous dites. En fait, on espère qu'elle viendra du même endroit. Si on a aussi croisé les hommes dans leurs compétences et on les avait fait travailler ensemble, ça se fait de plus en plus. Ça ne se fait pas assez encore, à mon idée, en France, mais on a une culture avec des classifications que je ne rappellerai pas, mais par discipline, qui sont encore très prégnantes. Alors, les problèmes éthiques, quand vous importez une technique, y compris d'ailleurs d'une discipline voisine, sur les animaux, soit comme modèle, soit parce que c'est une discipline connexe, les problèmes éthiques, ils se reposent à chaque nouvel usage, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas la technique qui a défini le périmètre, c'est son usage nouveau. Et son usage nouveau repose à chaque instant. Si l'imagerie appliquée à l'étude de la cognition chez l'enfant, si vous mettez dans un imageur RMN un enfant avec un bruit infernal, pour ceux qui savent à peu près le bruit que ça fait, se pose un problème éthique. C'est-à-dire, est-ce que vous avez le droit de soumettre à un stress finalement sonore? Est-ce que d'ailleurs ce que vous allez étudier va avoir quelque chose à voir avec ce que vous voulez comprendre, parce que vous induisez une perturbation d'environnement? Donc c'est on va dire peut-être des questions éthiques légères par rapport à celles qui sont évoquées à travers la thérapie génique. Mais ce sont des questions qui se posent à chaque instant. Et là, il y a quand même, il me semble, globalement, beaucoup de sagesse dans le milieu de la recherche. Et de la recherche, quand il s'agit de la transférer à l'homme, il y a des règles éthiques qui sont là, avec des systèmes de contrôle qui ont été mis en place progressivement, au fur et à mesure que cette affaire est apparue comme étant première. Mais il y a aussi beaucoup de sagesse chez le chercheur individuel. Mais cette sagesse, elle ne peut pas se construire individuellement, elle se construit collectivement,
par cette diversité des compétences et des approches. Et encore une fois, vous avez raison, c'est-à-dire que elle doit être un ingrédient de la démarche de recherche, y compris dans son expression la plus technique et technologique. Vous devez vous poser la question éthique d'emblée. Et c'est très généralement le cas, même en tout état de cause, la loi nous l'impose. Mais je pense que c'est un réflexe maintenant dans les laboratoires. Moi, je voudrais faire une réponse qui va un peu dans ce sens, mais qui est un peu formulée différemment. Je pense qu'il ne faut pas voir l'éthique comme quelque chose qui est là pour arrêter la recherche. C'est-à-dire que la question, c'est de savoir, enfin, je reprends la phrase de Joseph Fengel, excusez-moi, mais il faudrait mieux s'accorder sur des questions fondamentales. Que cherchons-nous et pourquoi ? Peut-être saurions-nous alors dire comment ? C'est-à-dire que si on considère que socialement, il y a des choses qu'on veut faire et d'autres qu'on ne veut pas faire, on délimite juste un nouveau cadre. Et ensuite, la recherche et les questionnements, pour des esprits curieux, finalement, ce n'est pas les contraintes qui arrêtent les questionnements. Souvent même, les contraintes sont des façons de susciter, d'être fertile en termes de questionnement. Et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir en tête que on va développer n'importe quoi, puis après on mettra le filtre éthique. Mais ça revient un peu à ce que vous avez dit juste avant. C'est qu'en fait, c'est la science pour l'homme, enfin pour les hommes et les femmes qu'on veut faire. Et dans la science qu'on fait, il y a le monde auquel on rêve, qu'on souhaite d'advenir. Et ça, c'est fondamental, parce que dans le questionnement éthique, c'est ça. C'est quelle science pour quelle société et quel monde dans lequel on veut vivre. Et donc, si on a ces questions-là et qu'on se les repose régulièrement et qu'elles sont fermement en nous et que du coup, quand on se pose des choix, parce que la recherche, c'est toujours choisir une question plutôt qu'une autre, parce qu'on ne peut pas tout chercher. Et que de toute façon, la curiosité, on l'a dit, je pense que la première qualité d'un chercheur, c'est d'être très curieux et d'avoir toujours une question à chaque fois qu'on lui propose une réponse. Un esprit critique toujours en exergue, eh bien, cette façon de se poser les questions peut se poser dans plein de domaines, enfin, sous plein d'angles différents. Et le fait de ne pas courir après la technologie, mais au contraire de se dire mon ethos, ma qualité de chercheur, c'est d'avoir une curiosité que je sais orienter en fonction de mes valeurs fondamentales et des valeurs de ma société. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important à avoir en tête aussi, comme ça, formulé comme ça, même si ça revient en pratique beaucoup à ce qui a été dit avant. Il y a des questions dans la salle. Il y avait une question, oui. J'aurais d'abord une question, enfin deux commentaires plutôt. La première, c'est sur l'imagerie. On sait que l'image a un poids très important, même par rapport à l'écrit. On en a parlé avec les écrans. Et aussi, l'imagerie en science pose aussi un certain nombre de problèmes de vérité première par rapport à l'écrit. Et là, il y a aussi toute une réflexion à faire sur l'importance de l'image ou l'imagerie dans les articles scientifiques. Alors, une anecdote, j'ai vu récemment justement une étude où on avait proposé à des étudiants en thèse plusieurs articles, des articles neurosciences qui se basaient essentiellement sur des études biochimiques, de génomique, etc., où la même question et pratiquement la même réponse basée sur l'imagerie fonctionnelle. Et on demandait aux étudiants, effectivement, qu'est-ce qui leur paraissait le plus convaincant. Mais évidemment, c'était chaque fois qu'il y avait une image, c'était beaucoup plus convaincant. Même quand l'image n'avait rien à voir avec, bien entendu, l'expérience ou la question posée. Donc, l'image, l'image n'est pas neutre. Et on sait très bien que, l'image, même l'image de soi, l'image de son corps, le soi dépend beaucoup de l'image qu'on a de soi, encore plus que d'un autre processus mental. Donc il faut aussi avoir une réflexion sur l'image, l'écran et le poids de plus en plus grand, grâce à toutes ces tablettes et à toutes ces facilités de l'image, que prend l'image par rapport à d'autres types d'expériences ou d'autres supports de réflexion ou de questions. Et la deuxième, juste petite remarque par rapport à la vidéo, je suggérais effectivement, en médecine science, on pourrait avoir, comme dans certaines revues, une interview de celui qui a écrit l'article, qui est toujours intéressant de passer par l'oral aussi. On a vu tout à l'heure que l'oral et le présentiel est important, et peut-être on peut avoir quelques articles, quelques vidéos de rédacteurs d'articles, avec quelques questions pertinentes d'ailleurs qui pourraient venir d'étudiants, ce qui pourrait permettre de challenger la revue qu'a fait le rédacteur, ce qui mettrait un petit peu de vie
dans Médecine Sciences. Supplémentaire, bien sûr. Je ne sais pas s'il y avait une question. Je suis d'accord avec toi. Il y a des mauvais films et des bons films. Et pourtant, la technologie est la même. Mais, voilà. Juste pour aller plus loin et stimuler vos réponses, à travers la complexité ou à travers les questions, comment est-ce qu'on rend compte de la complexité, que ce soit en génomique, que ce soit en imagerie, que ce soit pour les biothérapies? Comment on fait pour passer au-delà de ce qui se passe de plus en plus dans les revues primaires, surtout quand elles sont publiées dans des grands journaux, où on en est à lisser les résultats pour ne sortir que ce qui est de plus positif, de plus propre, de plus impeccable, pour que les experts acceptent enfin, au bout de mois et de mois d'aller-retour, que l'article soit publié. Donc comment on fait dans la revue, ce qu'on essaye de faire dans Médecine Sciences, pour revenir dans ce cas-là de l'ultra-simplification vers la complexité, et inversement, comment on essaye de rendre compte plus clairement de phénomènes complexes, y compris ce qui ne se fait pas dans un article primaire dans Cell ou dans Nature, de mettre en évidence la tension, parce que l'éthique, ce n'est pas de dire que c'est bien ou que c'est mal. L'éthique, c'est de mettre en évidence où est le rapport bénéfice-risque, où se situe la connaissance, où s'arrête le doute, où commencent des utilisations qui peuvent être déviantes de tel ou tel aspect technologique. Donc, la question, ce n'est pas d'utiliser la complexité comme un nuage de fumée pour embrouiller tout le monde et se cacher derrière ou l'ultra-simplification ou la complexité. C'est comment dire, comment nous, Médecine Sciences, on reprend en main ce qui a été soit trop simplifié, ou arriver à montrer comment, par exemple, dans le domaine de la génétique et épigénétique, les choses sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraissait. Oui, alors c'est un vaste sujet. J'avais cru discerner dans ton préambule de ta question le problème de la représentation de la complexité, qui est une question en elle-même et qui est un sujet de recherche. Il y a des laboratoires de recherche qui travaillent sur ces sujets-là, c'est-à-dire, y compris dans l'aide à la décision sur l'instant. C'est-à-dire comment, à partir dans une salle d'op où il y a un certain nombre d'informations qui arrivent, y compris à travers l'image, y compris à travers une image de plus en plus, anticipant le geste chirurgical, mais aussi à travers un certain nombre d'informations biologiques et autres, génétiques peut-être, et d'images plus complexes, on peut guider la décision. Cette problématique-là est une problématique qui n'appartient pas simplement à ce domaine médical-biologique, il appartient à d'autres domaines. C'est-à-dire, on sait très bien que le cerveau est quand même construit pour analyser des images avec une capacité d'analyse formidable. En gros, une scène telle que vous la voyez ici, ce qui arrive sur la rétine, c'est 1 mégabit par seconde d'information. Mais à un moment donné, dans la phase 1 et phase 2 qui a été évoquée tout à l'heure, les informations transitent à des débits d'information beaucoup plus faibles. Mais il y a eu toute une symbolique qui a été mise en place par le cerveau. Donc, c'est une machine à analyser des images et à prendre des décisions rapidement à partir d'analyses d'images au-delà du débit d'information physique qui arrive. Partant de cette idée-là, certains travaillent sur la représentation de données complexes. En gros, des chiffres qui arrivent, des données qui arrivent ne disent rien au cerveau. Il va falloir. Et donc, il y a donc c'est le problème inverse, c'est créer une image, probablement type hologramme, dynamique, etc., qui va donner sous une forme visuelle des informations codées, déjà précodées pour que le cerveau aille plus vite dans son traitement. C'est des informations qui sont en train de... Il y a des laboratoires en France qui travaillent sur ces sujets-là et qui ont des idées. Donc, ce n'est pas le problème de Médecine Sciences. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut transformer Médecine Sciences en un hologramme dynamique, etc. Ça va prendre un peu de temps, mais vous pouvez commencer à y réfléchir parce que ça va nécessiter une transition technologique. Donc, la question qui est posée, c'est comment, à travers, finalement, de l'information soit trop complexe, on peut, sans rentrer dans la simplicité à l'extrême, donner l'essence. Et je dirais que là, c'est en gros le temps qui décante les choses. Et pour ça, Médecine Sciences fait déjà ce travail-là. Enfin, quand je dis, moi, j'utilise comme voie d'entrée sur une problématique un article de Médecine Sciences, c'est que je sais qu'il y a déjà, ça ne m'évite pas d'aller chercher les articles, Princeps, etc., associés de fond, mais qu'il y a déjà ce travail-là, ça a déjà été dit. Donc,
Ce travail est déjà fait dans Médecine Sciences. Alors, est-ce que les outils technologiques nouveaux, tels que l'imagerie, posent un autre problème? Bien sûr, parce qu'ils vont tromper plus facilement. Vous faites dire à une image un peu ce que vous voulez, vous faites dire à un film encore mieux ce que vous voulez, et même des choses qui sont... Donc, alors, comment Médecine Sciences peut servir, peut-être comme d'habitude, en ayant son propre contrôle sur la même image, c'est-à-dire, voilà une image, voilà un film, voilà ce que vous pourriez lui faire dire, mais voilà ce qu'il ne dit pas, etc. Donc je pense qu'il y a une valeur pédagogique à associer avec ça, c'est-à-dire ce qui est fait par les mots actuellement dans un article de synthèse peut être fait aussi avec une illustration qui va imprégner beaucoup plus profondément les esprits qui sont, on l'a dit pour les générations qui sont sur ma droite, sont imprégnés d'images et ont des convictions, je ne parle pas pour ceux qui sont ici particulièrement, mais pour la génération qu'ils représentent, sont imprégnés d'images et de convictions associées à des images. Et donc ça serait une voie pédagogique intéressante. C'est plus la vidéo comme appui d'un texte. Bonjour, Jean-Luc Théiot. J'interviens en tant que membre du comité éditorial actuel de Médecine Sciences. Sur le titre même, comment un journal comme Médecine Sciences peut-il rendre compte d'innovations technologiques émergentes, nouvelles, dans le monde du vivant? Alors, j'ai d'abord un commentaire sur notre environnement de culture française, francophone. Il y a un livre très intéressant qui était sorti dans les années 70 je pense qu'il était hollandais, Joseph Needham, qui s'appelle, ce livre, je pense qu'on peut le trouver encore, La science chinoise et l'Occident. Et une des thèses de ce livre était de nous expliquer que finalement, la science chinoise, alors pour moi, elle s'applique aussi notamment à la science californienne, est une science qui est tournée vers une pensée d'ingénieur. Et que face à ça, et notamment en France et probablement aussi en Allemagne, il y a des sciences qui se sont développées qui sont plutôt des sciences tournées d'abord vers le concept. Donc, quand un journal comme Médecine Sciences, qui est de langue française, de culture française, s'attaque, entre guillemets, à des articles sur de l'innovation technologique dans les sciences du vivant, il arrive dans cette contradiction par rapport à son public, qui est un public éduqué dans la culture française, qui n'a pas, et vous allez voir, je vais modérer mon propos, forcément un intérêt immédiat, et en tout cas qui ne valorise pas dans un premier temps les innovations technologiques. Médecine Sciences a donc un problème de comment intéresser ce public qui a une culture finalement qui n'est pas une culture d'ingénieur. Ça va faire bondir probablement cet après-midi des gens de l'école polytechnique, mais enfin je considère que ça reste vrai. Il y en a. Et comment finalement Médecine Sciences répond à cette question? Et je crois que justement c'est là où est la force culturelle francophone, c'est la mise en perspective. La mise en perspective aux deux extrémités de la chaîne, c'est-à-dire la mise en perspective historique, parce qu'une innovation technologique, elle est toujours le produit d'une histoire scientifique avant tout. Hein, si moi je prends le monde des anticorps monoclonaux que je connais bien, et bien finalement les pionniers de ça sont deux personnes qui étaient en France qui s'appelaient Georges Barsky et Boris Cefrussi, qui ont été les premiers à montrer qu'on pouvait avoir des cellules fusionnées et réplicables. Donc on peut, à un bout de la chaîne, dans ce genre d'approche sur rendre compte de l'innovation technologique, remettre en perspective historique en montrant bien et en démontrant bien que toute innovation technologique provient à la fois d'une expérimentation scientifique fondamentale et de concepts et d'une recherche conceptuelle. Et à l'autre bout de la chaîne, et là aussi c'est une des forces probablement de notre culture, immédiatement mettre en perspective, et on a une discussion intéressante sur les gènes et sur ce que disait Bertrand Jordan et sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur les implications éthiques, bioéthiques, sociétales que des nouvelles technologies vont avoir et de ce qu'on peut en percevoir.
Et je crois que et donc moi, ma réponse sur médecine science et l'avenir par rapport à ça, c'est de ne pas perdre cette force qui est d'avoir la capacité de balayer, d'entourer la description qui est très bien faite par des groupes français qui font ça très bien. On en a des exemples très récents dans médecine science, mais de l'encadrer par une mise en perspective d'histoire et de projection sur les conséquences sociétales de telle ou telle innovation technologique. Voilà ce que j'avais à dire, c'était un commentaire. Je crois qu'il y avait une question. Oui. Bonjour. Alors, moi, je vais rebondir parce que vous avez ouvert la brèche des big data un petit peu en avance. Et moi, la réflexion que je me fais, c'est est-ce qu'à l'heure actuelle, on n'est pas en train d'acquérir justement beaucoup de data sans avoir la capacité de les analyser? Et donc, est-ce qu'on n'est pas en train un peu de perdre énormément d'informations et qu'on devrait peut-être ralentir notre avancée vers l'obtention de data pour apprendre à mieux la traiter? Et pour faire le lien avec médecine science, comparer tout ce qui est nouvelles technologies, est-ce que médecine science donc, propose de faire découvrir des nouvelles technologies, ce qui est une très bonne chose, mais ne devrait pas faire un peu l'avocat du diable en se disant c'est très bien ce qu'on a, mais attention, il faut les exploiter finement et en sachant ce qu'on fait? Juste un commentaire, je crois que quand on lit les chroniques génomiques de Bertrand Jordan, justement, il y a beaucoup de données chiffrées, justement, à la fois des enjeux et aussi, finalement, des applications qui parfois sont extrêmement restreintes, ce qui remet effectivement à la valeur de la vraie vie l'évolution des choses. Maintenant, est-ce qu'un commentaire? Un petit commentaire, je comprends tout à fait ce que vous dites, je le partage en partie. Et en même temps, d'un point de vue méthode, je me place du côté analyseur de données, on sait bien aussi que, enfin en tout cas l'histoire de la génomique, c'est beaucoup ça, c'est que en fonction des données qu'on a, on va développer des méthodes différentes. Donc le problème, c'est que on peut développer en disant, si on, enfin, je ne veux pas faire l'apologie de il faut toujours produire plus de données, mais d'un point de vue strictement méthodologique, les méthodes qu'on a pu développer en génétique quand on avait 80 marqueurs microsatellites pour faire une analyse de liaison pour chercher les gènes impliqués dans une maladie, ces méthodes-là, elles sont en partie inadaptées aux données qu'on a aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les questions et la façon qu'elle avait de les poser n'étaient pas très pertinentes et qu'on a perdu de la pertinence en avançant, ça je suis bien d'accord. Mais en même temps, si on utilise ces méthodes-là sur les données qu'on a aujourd'hui, ça ne va pas. Donc il faut aussi des nouvelles méthodes pour les données. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que c'est aussi parce qu'on développe tout le temps des nouvelles méthodes qu'on arrive à avoir des méthodes qui font parler les données qu'on a. Donc il y a un équilibre entre les deux. C'est un peu pour faire l'avocat de l'autre partie par rapport à ce que vous nous avez fait comme remarque, qui bien sûr Mais fait sens. justement, est-ce qu'on n'est pas en train de se retrouver dans un système de déséquilibre, que l'analyse n'arrive pas à suivre la production de data? Quand on voit toutes les datas qui sont produites en omique, génomique, arénomique, protéomique, on se retrouve avec des kilotonnes de données et on ne sait pas les analyser. Et la donnée est en train de prendre le pas sur notre capacité d'analyse et l'analyse est en train de prendre beaucoup de retard comparé à ce qu'on avait avec les microsatellites, comme vous le dites. Moi, je suis complètement d'accord qu'on a besoin de beaucoup de monde pour analyser les données, qu'il faut des nouveaux savoir-faire, on a besoin de nouvelles compétences, enfin de plus de compétences en bioinformatique, en biostatistique, etc. Je partage ce point de vue, mais en même temps, je dis faisons attention que les sciences du vivant ne se transforment pas en des sciences bioinformatiques non plus. Parce que non, mais je dis ça, je pousse le truc à l'extrême. Hein. Je pousse le truc à l'extrême, mais de façon un peu provocative, un peu à dessein aussi. Parce que je pense que des gens qui sont formés à la bioinformatique, j'en suis en partie, moi je suis biostatisticienne, donc j'en parle de façon d'autant plus détendue, hein, qu'on a, en fonction de la discipline dans laquelle on vient, de laquelle on a été formé, on a un certain regard sur les questions. Et qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait une importance donnée à certains questionnements forcément au détriment d'autres. Hein, et que le vivant, il faut qu'il y ait des spécialistes du vivant qui continuent à travailler et pas seulement des... Voilà. Mais bon, c'est un peu provocateur à dessein. Ça pose même la question des référés, parce que l'interprétation des données, parfois, quand on est référé d'un article, c'est extrêmement difficile de savoir si on n'en aurait pas une autre. Il y a deux autres questions, et puis je crois qu'après, on passera à la pause déjeuner. Oui, je voulais rebondir sur la question de Hervé, sur la complexité. Je suis Michel Bouvier, directeur général de l'IRIC et ancien rédacteur en chef pour le Québec de Médecine Sciences.
Et c'est un sujet qui nous interpelle depuis longtemps, et Hervé et moi. D'ailleurs, on avait écrit, je pense, un éditorial à ce sujet-là en 2009 qui s'intitulait « Appréhender la complexité à l'ère des omics ». Et je pense qu'au-delà de la difficulté de la représentation dont vous avez parlé, qui est un réel problème, où il y aura sans doute des solutions techniques, il y a aussi un problème philosophique de l'appréhension de la complexité, et c'est cette peur de la complexité. Et la volonté de simplifier à outrance et de vouloir faire tomber les choses dans des cases blanches ou noires, qui est un peu le propre de l'homme. Et je pense qu'en science, on a le devoir de ne pas sous-estimer les lecteurs, que ce soit les lecteurs de Médecine Science ou d'autres revues, et de vraiment aborder cette complexité de face, et d'avoir la modestie de savoir que les modèles que nous proposons ne demeurent que des modèles et non pas des réponses absolues à des questions. Et que la masse de données qu'on accumule, qui est effectivement difficile à traiter, participe d'une amélioration de notre connaissance et d'un rapprochement de la vérité. Et malheureusement, j'en parlerai un tout petit peu cet après-midi, mais les grands journaux ont un peu tendance à lisser cette réalité-là qui ne rend pas service à la communication de la science et au devenir de la science, je pense. Jacques Eppelbaum. Oui, alors moi je suis un ancien membre du comité éditorial et je voulais rebondir sur l'histoire de la complexité et revenir à ce que disait Jean-Louis sur le Wenock, parce que quand il a trouvé ces globules sous son microscope, il a dû être bien embêté avant d'avoir eu l'idée de trouver le grain de sable pour pouvoir les compter. Et l'histoire de la complexité, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est de savoir ce qui va être signifiant. C'est aussi ce que disait Einstein. Hein. Einstein disait ce qui peut être quantifiable n'est pas forcément signifiant. Mais d'un autre côté, ce qui est signifiant n'est pas forcément quantifiable. Donc je vous laisse là-dessus pour aller déjeuner. Merci beaucoup.